Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation qui est un véritable paradoxe. Oui, tout à fait. En 2026, on a des pensions de base revalorisées de moins de 1%, une inflation qui pèse toujours, et à côté de ça, des millions d'euros d'aides sociales qui ne sont tout simplement pas réclamées. Et souvent, ce n'est même pas par refus, hein, c'est par méconnaissance. Le système est devenu une sorte de jungle administrative. Exactement. Du coup, réclamer ses droits, ce n'est plus une option, c'est devenu une vraie stratégie de survie financière. C'est ça. Et c'est là que les sources qu'on a analysées proposent un changement de perspective qui est fascinant. L'idée, c'est d'arrêter de subir pour devenir, je cite, l'ingénieur de sa propre solidarité. J'aime beaucoup cette formule. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les aides dont on va parler, ce ne sont pas des cadeaux, ce n'est pas de la charité. Non, ce sont des droits. Absolument, des droits acquis après toute une vie de travail, de cotisation. Le but aujourd'hui, c'est de donner un peu le plan, les outils pour construire sa propre tranquillité financière. La mission est donc claire, on va décortiquer ensemble cette stratégie très concrète pour augmenter son pouvoir d'achat à la retraite. On va se concentrer sur les étapes pratiques, les chiffres clés pour 2026, mais en les rendant digestes et surtout sur les astuces que peu de gens connaissent. Que ce soit pour le complément de retraite, la santé, les impôts ou même l'aménagement de son logement. Bon, allons-y. Le premier outil dans notre caisse d'ingénieur, c'est l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA. L'ASPA, oui. Beaucoup de gens pensent que c'est une somme fixe qu'on reçoit tous les mois. Mais les sources utilisent une image que je trouve très parlante. Ce n'est pas un forfait, c'est un pont. C'est l'idée essentielle à retenir, oui. L'ASPA, c'est ce qu'on appelle un mécanisme différentiel. En gros, elle vient combler l'écart entre ce que vous touchez déjà et un revenu minimum qui est garanti. D'accord. Pour donner un ordre d'idée, en 2026, ce revenu minimum est d'un peu plus de 1040 € par mois pour une personne seule. Et pour un couple? Pour un couple, on est autour de 1620 €. Alors, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, prenons un exemple. Imaginons Madame Dubois, elle vit seule, elle a une toute petite retraite de 700 € par mois. Comment ça fonctionne pour elle? C'est un excellent exemple. Pour Madame Dubois, le système va faire un calcul très simple. Le revenu garanti de 1040 € moins ses 700 € de retraite. Il manque 340 €. Exactement. L'ASPA va donc lui verser précisément ce complément de 340 € chaque mois pour qu'elle atteigne ce plancher. Mais, et ça c'est le point de vigilance numéro 1, Oui, ce n'est jamais automatique. Si Madame Dubois n'en fait pas la demande explicite auprès de sa caisse de retraite, elle ne touchera rien. Zéro. Ah, ça c'est une information capitale, parce que ça change complètement la perception de l'aide. Et je lis aussi dans les notes quelque chose qui va à l'encontre d'une autre idée reçue. On peut travailler un peu et toucher la SPA en même temps. J'avoue que ça me surprend. absolument. Et c'est un levier énorme. L'aide n'est pas faite pour empêcher de travailler, bien au contraire. Les règles permettent un cumul. Ah oui. Une personne seule, par exemple, peut gagner un peu plus de 1640 € par trimestre avec une petite activité sans que son allocation ne soit réduite d'un seul centime. Ah quand même. C'est un véritable bonus. C'est un 13e, voire un 14e mois pour ceux qui le peuvent. C'est incroyable. Ça transforme vraiment l'ASPA en un complément de revenu, pas juste un minima social. Mais que se passe-t-il si on a des revenus irréguliers? Je pense à un retraité qui, par exemple, fait les vendanges en septembre. Il gagne un peu d'argent d'un coup. Il ne risque pas d'être pénalisé pour toute l'année à cause de ça? Très bonne question. Et le système a prévu ce cas de figure. C'est ce que j'appelle la seconde chance. La règle des 312 mois. D'accord. Par défaut, l'administration regarde les revenus des 3 derniers mois. Donc oui, avec les vendanges, notre retraité dépasse le plafond. Il pourrait penser que c'est fini. Oui. Et se décourager? Voilà. Mais la loi oblige la caisse de retraite à faire un second calcul en lissant ses revenus sur les 12 derniers mois. Et comme son revenu annuel moyen restera faible, il conservera son droit à l'ASPA. C'est un filet de sécurité qui est essentiel. Abordons maintenant le frein principal. La peur qui paralyse beaucoup de gens, c'est la fameuse récupération sur succession. Ah, le grand sujet. C'est l'angoisse que l'État vienne, entre guillemets, saisir la maison après le décès et que les enfants se retrouvent sans rien. C'est un vrai blocage psychologique, c'est un blocage compréhensible, mais qui, dans la très très grande majorité des cas, ne correspond pas à la réalité. Les faits sont clairs. Pour la plupart des bénéficiaires, l'ASPA est une aide gratuite, c'est-à-dire C'est-à-dire sans aucune récupération. La loi a fixé un seuil assez élevé.
En 2026, l'État ne commence à récupérer les sommes que si le patrimoine net laissé aux héritiers. Le patrimoine net, c'est la valeur des biens moins les dettes. Exactement. Donc si ce patrimoine net dépasse un peu plus de 108 500 € en métropole, pour l'outre-mer, c'est même 150 000 €. D'accord. Le seuil est assez élevé, c'est vrai. Mais l'idée que l'État puisse quand même récupérer quelque chose sur un patrimoine, même s'il dépasse ce seuil, ça reste une source d'angoisse. Est-ce que ce n'est pas la porte ouverte à ce que les héritiers perdent une grosse partie de l'héritage? C'est là qu'un autre chiffre est crucial pour rassurer. Même quand la récupération s'applique, elle est plafonnée. On est très loin d'une spoliation. Pour une personne seule, le montant maximum que l'État peut récupérer est plafonné à environ 8 460 € par année où l'aide a été versée. Ah d'accord, c'est plafonné. Voilà. Donc même pour un patrimoine de 120 000 €, on ne parle pas de tout prendre, mais d'une récupération qui est limitée et très encadrée. Il faut juste être vigilant sur un point. Lequel? Les sources nous avertissent que pour éviter les abus, les donations faites moins de 10 ans avant la demande d'ASPA ou les assurances-vie sont réintégrées dans le calcul. On ne peut pas vider son patrimoine artificiellement pour y échapper. C'est logique. Cette question de la succession est centrale, mais un bon ingénieur de sa solidarité doit connaître tous les outils qu'il a. Pour ceux qui n'ont pas encore 65 ans et qui sont en invalidité, il existe une autre voie, une sorte de plan B. Oui, et c'est une voie royale. L'allocation supplémentaire d'invalidité, l'ASI. Moins connu. Beaucoup moins connue, mais elle a un avantage décisif, presque incroyable par rapport à la SPA. L'ASI n'est jamais, au grand jamais, récupérable sur la succession. Ah, jamais. Ou 500 000 €, les sommes versées sont définitivement acquisées. Elle peut garantir un revenu jusqu'à plus de 914 € par mois pour une personne seule, et elle sécurise le budget sans jamais impacter l'héritage. C'est la tranquillité d'esprit, absolue. Sécuriser son revenu, c'est une chose, mais éviter les dépenses imprévues, c'en est une autre. Parlons de la santé, et de ce fameux dispositif 100% santé. L'idée, c'est le reste à charge zéro. Exactement. Et là, il faut avoir des réflexes simples. Par exemple, pour des lunettes, des prothèses dentaires ou auditives, il faut toujours demander à son professionnel de santé le devis qui correspond au panier 100% santé. Il est obligé de le proposer, il est obligé par la loi. Pour d'autres équipements, c'est encore plus direct. L'achat ou même la location longue durée d'un fauteuil roulant, c'est maintenant couvert à 100%. Et un exemple moins connu, pour une prothèse capillaire, si on choisit la classe 2, c'est-à-dire avec au moins 30% de cheveux naturels, la prise en charge est totale. Sur la santé, je pensais que la SPA donnait un accès automatique et gratuit à la complémentaire santé solidaire, la CSS, mais les sources mentionnent un forfait logement qui semble compliquer les choses. J'avoue que ce terme ne me dit rien du tout. C'est un petit piège technique et vous avez raison de le soulever. Normalement, qui dit ASPA dit CSS gratuite. Mais il y a une exception. Si vous êtes propriétaire de votre logement ou si vous touchez une aide au logement comme l'APL, l'administration considère que vous avez un avantage. Donc si je comprends bien, c'est comme si l'administration disait « Puisque vous ne payez pas de loyer ou qu'on vous aide, on considère que vous avez un avantage en nature et on l'ajoute virtuellement à vos revenus. » C'est exactement ça. C'est une somme fictive, un peu moins de 80 € par mois, 77,58 € pour être précis, qu'on ajoute sur le papier à vos ressources. Et ce petit ajout peut tout changer. Voilà, ça peut suffire à vous faire passer juste au-dessus du seuil de la gratuité totale. Vous aurez toujours droit à la CSS, mais dans sa version payante. Pour une personne de plus de 70 ans, ça représente une participation d'environ 30 € par mois. Ce n'est pas une fortune, mais c'est un coût à connaître pour ne pas être surpris. C'est un coût à anticiper. Donc pour la santé, il faut être vigilant. Ça demande un effort. Mais est-ce qu'il y a des aides à l'inverse qui tombent toutes seules sans qu'on ait rien à faire? Des bonnes surprises? Absolument. Et c'est ce que la source appelle les privilèges automatiques et oubliés. Le plus connu, c'est le chèque énergie. Ah ouh! Si votre revenu fiscal de référence par part est sous 11 000 €, vous le recevez automatiquement au printemps. Pas un papier à remplir, rien. Il arrive dans la boîte aux lettres et son montant peut aller de 48 € jusqu'à 277 €. Et dans le domaine des impôts locaux, la taxe foncière, ça peut être un vrai coup de massue. Là, il y a deux situations. La première est automatique. Si vous touchez l'ASPA ou l'ASI, vous êtes totalement exonéré de la taxe foncière sur votre résidence principale. Le fisc s'en charge. Ok. Mais il y a un deuxième mécanisme. Et celui-là, il demande d'être proactif. C'est le plafonnement à 50%. Il s'adresse aux personnes qui ne sont pas exonérées, mais qui ont des revenus modestes, disons un revenu fiscal de référence inférieur à 29 300 € pour une personne seule.
D'accord. Pour elles, la loi dit que leur taxe foncière ne peut pas dépasser la moitié de leurs revenus. Et j'insiste sur ce point car c'est crucial. Ce plafonnement n'est pas automatique. C'est un cas où l'ingénieur doit vraiment prendre son stylo et agir. Tout à fait. Il faut remplir un formulaire, le 2041 DPTF-SD, et l'envoyer à son centre des impôts avant le 31 décembre. Sinon, on paye le plein pot. Et il y a un dernier droit automatique, un peu plus anecdotique mais charmant, c'est un droit historique. Le billet de congé annuel de la SNCF. Ah oui, ça existe encore, ça. Ça existe encore. Une fois par an, tout retraité peut bénéficier d'une réduction de 25 à 50% sur un aller-retour en train de plus de 200 km. Il suffit d'aller au guichet avec un justificatif de retraite. Et l'astuce, le conseil de l'ingénieur malin, c'est de combiner ce droit avec la carte avantage senior. Elle coûte 49 € par an, mais elle garantit un prix maximum de 89 € pour les longs trajets en TGV. La combinaison des deux peut rendre un voyage vraiment très accessible. Tout à fait. On a parlé des revenus, des dépenses, mais il y a aussi les gros investissements qui permettent de rester chez soi en sécurité. Je pense à l'installation d'une douche sécurisée, d'un monte-escalier. Les sources rappellent un chiffre qui fait froid dans le dos. 60% des chutes des personnes âgées ont lieu à leur domicile. C'est la dernière brique de notre plan d'ingénierie, sécuriser son habitat. Et là encore, la stratégie n'est pas de se contenter d'une seule aide, mais de les cumuler. L'aide principale s'appelle MaPrimeAdapt. Géré par l'ANA. Oui, l'Agence nationale de l'habitat. Pour les foyers les plus modestes, cette aide peut financer jusqu'à 70% du coût des travaux. C'est déjà énorme, mais comment on finance les 30% qui restent? C'est souvent ça le plus dur. Cette somme peut encore représenter plusieurs milliers d'euros. C'est là que l'ingénierie entre en jeu. Le secret, c'est de ne pas s'arrêter là. Il faut aller frapper à une deuxième porte, celle de sa caisse de retraite complémentaire, comme l'Agir Carco. Ah d'accord. Ces caisses sont des fonds d'action sociale. Elles peuvent verser des aides exceptionnelles sur dossiers qui sont précisément conçus pour venir combler ce reste à charge. Donc en étant malin, en présentant son projet à ces deux organismes, on peut obtenir une prise en charge totale. Exactement. En combinant intelligemment MaPrimeAdapt et l'aide de la caisse de retraite, il est tout à fait possible d'atteindre un financement à 100%. Le résultat final, c'est une douche à l'italienne ou un monte-escalier installé pour un reste à charge de 0 €. C'est ça l'ingénierie de la solidarité en action. Voilà. Le message final de cette analyse est donc limpide. Il ne s'agit pas de subir un système complexe, mais vraiment de l'utiliser à son avantage, de devenir l'architecte de sa propre retraite. La vigilance et un peu d'action sont les meilleurs alliés. Et ce ne sont pas des faveurs, ce sont des droits. Ce sont des droits acquis. Et ça soulève une dernière question, une question pour transformer l'écoute en action. La vraie question n'est plus de savoir s'il faut agir, mais par où commencer. Oui. Alors, quelle sera la toute première démarche ? Contacter sa caisse de retraite pour faire une simulation de ses droits à la SPA, ou bien télécharger et remplir dès demain ce fameux formulaire 2041-DPTF-SDSD pour être sûr de ne pas payer 1 € de trop sur sa taxe foncière l'an prochain. Le premier coup de crayon de l'ingénieur, c'est souvent le plus important.